Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. On va un peu s'éloigner des jeux vidéo, mais je vous promets que ça va être intéressant. Si jamais au cours de mon histoire vous avez l'impression que tout ça n'a aucun rapport avec la vidéo sur laquelle vous venez de cliquer, ne vous inquiétez pas. Tout fera sens dans quelques minutes. On va bel et bien parler d'internet. Ah et j'oubliais, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, pensez à l'abonnement, au like et aux commentaires. Vous avez pas idée comme un simple clic ou quelques mots peuvent motiver. Alors d'avance, merci à vous. Daniel comptait les minutes dans son étroit appartement new-yorkais. Étroit certes, mais idéalement situé au cœur de Manhattan, à 2 pas de la 5ème avenue et à un pâté de maison du mythique Empire State Building. Le loyer était vraiment très cher pour ce qui s'avérait être un minuscule studio, mais c'est le prix à payer pour vivre si bien placé dans la grosse pomme. Daniel est depuis 20 ans maintenant un Potterhead, un fan d'Harry Potter et de son univers, à tel point qu'il a dévoré des dizaines de fois chaque livre et qu'il connaît les films par cœur. Sortez-lui n'importe quelle réplique, il la complétera immédiatement. Dès qu'il a du temps libre, il explore longuement le monde d'Hogwarts Legacy, même si en ce moment, il préfère discuter avec d'autres fans sur la future série HBO qui sera, lorsqu'elle débarquera enfin, un véritable événement dans son microcosme. Certains de ses proches ont tendance à se moquer de sa passion pour cet univers, souvent vu comme enfantin. Ils lui suggèrent d'aimer des choses plus adultes, voire même de ne plus rien aimer pour en devenir un vrai, d'adulte. Mais ils ne savent pas pourquoi il est autant attaché à cet univers. Ils ne savent pas qu'au fond, ses livres et ses films ont été un échappatoire salvateur pour lui. Son pays des merveilles qui lui faisait oublier un moment la violence et les coups, et lui permettait de retrouver temporairement son âme d'enfant. Mais aujourd'hui, c'était un jour spécial. Après plusieurs appels et entretiens, il lui restait une toute dernière étape. Il allait enfin savoir s'il allait être recruté à la boutique Harry Potter qui était située en plein cœur de New York. Plus tôt, dans la matinée, le directeur l'avait appelé pour lui demander de se présenter à la boutique à 18h pour passer un tout dernier entretien, une simple formalité selon lui. Et depuis, le temps était long. Vraiment très long. Environ 15 minutes de marche séparaient son appartement de la boutique. Il rêvait de ce job depuis des mois, mais son minuscule studio ne lui permettait même pas de faire les 100 pas. Alors, vers 16h30, il décide d'y aller. Tant pis, il aura de l'avance, mais il pourra patienter au bar de la boutique avec une bonne bière au beurre pour se motiver. Il se retrouve donc dans les rues agitées de la ville et marche vers son objectif d'un pas décidé. Il traverse le Madison Square Park, profitant de cette verdure mêlée à la douce brise de mai. Le parc et sa fontaine sont magnifiques à cette période de l'année, et Daniel s'imagine déjà emprunter ce chemin tous les jours en allant travailler. Il aperçoit entre les arbres le Flatiron Building à côté duquel il doit passer. Mais à côté de lui, un détail attire son regard. Il distingue une sorte de portail qu'on dirait tout droit sorti d'un épisode de Star Trek. Il s'approche alors intrigué et distingue à travers les passants que de l'autre côté du portail, il y a des humains qui les saluent et même interagissent avec eux. Il remarque assez rapidement qu'il fait nuit chez eux. Il tourne la tête et ses yeux se posent sur une pancarte qui va répondre à toutes ses questions. Le portail est en fait une installation artistique interactive de l'artiste Benedictas Gillis. Il y a en réalité 2 portails, un à New York, à l'endroit précis où se trouve Daniel, et l'autre à Dublin en Irlande. Ils sont reliés en direct par vidéoconférence, mais sans le son pour éviter la cacophonie des foules. Daniel regarde rapidement sur son téléphone et découvre que le portail a été inauguré la veille, le 8 mai. Il tombe alors sur les images de l'ouverture, assiste à la réunion d'une mère et sa fille, à des battles de danse ou simplement à des salutations enjouées. Il range son téléphone et contemple les 2 foules, à la fois si proches et si loin. Sans trop savoir pourquoi, il est fasciné par ce qu'il voit et il décide alors de rester quelques minutes à observer les interactions entre Américains et Irlandais. En fait, regarder ce portail le fait réfléchir à quel point le monde est vaste. Il pense à sa petite vie, à tout ce qu'il a vécu et à tout ce qui lui reste à découvrir, et il se dit que chaque humain qu'il voit a aussi la sienne de vie, avec ses histoires, ses souvenirs, ses douleurs et ses joies. Voir ces gens en direct qui sont pourtant à des milliers de kilomètres interagir avec eux avait quelque chose de magique. Il ne le savait pas, mais c'est cette âme d'enfant, toujours enthousiaste à la découverte, facile à émerveiller, qui faisait de lui une personne géniale à côtoyer. Daniel sortit brusquement de ses pensées lointaines et se rendit compte qu'il avait passé 1 heure à observer et à se perdre dans son imagination. Alors 1 heure formidable, certes, mais il devait désormais se dépêcher pour ne pas être en retard à son entretien. C'est presque avec regret qu'il arracha son regard du portail et qu'il continua sa route.
Ce jour-là, il obtint son poste tant désiré et il ne put s'empêcher, sur le chemin du retour, de s'arrêter encore un instant pour regarder cet étrange portail. Il lui avait fait oublier ses angoisses avant un moment crucial. Un sourire se dessina sur son visage, et avant de rentrer chez lui, il adressa un merci à ce portail et à tous ces gens pleins de vie. Si j'ai tenu à vous raconter cette petite tranche de vie, c'est parce que j'aimerais que ce soit cette histoire que vous reteniez de cette vidéo. Parce que oui, Daniel et son histoire sont le fruit de mon imagination. Mais non! Mais tout ce qui concerne le portail est bien réel. Il relie depuis le 8 mai Dublin à New York pour plusieurs mois, 24 heures sur 24. L'extrême majorité des interactions ont été très positives. Mais vous savez comment sont les humains. Assez rapidement, il s'est passé plusieurs choses. Un Dublinois a montré son cul, un autre a collé à la caméra son téléphone qui montrait un film porno. Régulièrement, les deux villes se faisaient des doigts d'honneur, une modèle de New York a montré ses seins, et enfin, un Irlandais a montré une photo du septembre. Quelle indignité. Résultat, seulement 5 jours après l'ouverture, le portail avait déjà été coupé. Mais les organisateurs étaient très motivés et ils ont refusé de baisser les bras aussi vite. Ils ont alors pris quelques mesures de sécurité. Par exemple, si la caméra détecte un téléphone en gros plan, le live est coupé. À New York, ils ont aussi mis en place quelques barrières empêchant de s'approcher trop près. Triste symbole qui illustre bien que la société est obligée de mettre en place des restrictions pour éviter le chaos qui est causé par une poignée qui ne sait pas se tenir. Le 21 mai, le portail était donc de retour, et il est encore aujourd'hui toujours en cours de diffusion. Et là on arrive au moment de la vidéo où j'ai une question à vous poser. Elle vous concerne si vous avez l'habitude de jouer à des jeux en ligne, de scroller sur les réseaux sociaux ou de poster sur des forums. Est-ce que vous avez remarqué à quel point les gens sont violents sur internet ? C'est une question rhétorique parce qu'évidemment que vous avez remarqué. C'est littéralement impossible de passer à côté. Dans la plupart des lobbies de Call of Duty ou de Fortnite, il y a des joueurs qui s'insultent sur 3 générations. Épouse-moi JP, je vais épouser ta mère, fils de... Parfois, il suffit juste de faire une bonne partie sans rien demander à personne pour recevoir des messages pas très agréables. Et ça je le sais parce que moi aussi ça m'est arrivé il y a bien longtemps d'envoyer des insultes à un joueur, parfois parce qu'il jouait pas très fair play, mais bien souvent parce qu'il était juste meilleur que moi. Et si on parle un peu du réseau du diable, ouais je parle de toi Twitter, là c'est vraiment abusé. Il n'y a aucune limite dans les mots, même quand ils concernent des réactions à un post évoquant des difficultés personnelles. Rajoutez à ça des sujets sensibles comme la politique, la religion ou certains conflits actuels et ça devient l'apocalypse. Ça insulte en masse, ça menace de mort, ça balance des infos privées de quelqu'un parce qu'on n'aime pas sa pensée, bref, c'est franchement ultra violent. Et le problème c'est qu'on s'y habitue vite à cette violence. Elle devient très rapidement la routine et on est de fait de moins en moins choqué par ce qu'on voit. Mais mettez quelqu'un qui connaît pas du tout ça. Typiquement, une personne âgée qui s'est jamais intéressée au réseau. Vous verrez que normalement, au bout de 10 minutes, elle vous demandera pourquoi vous y passez plusieurs heures par jour, parce que c'est de la torture tout ça. Et ça, elle s'en rendra très vite compte parce que dans le monde réel justement, malgré son âge, elle a jamais vu ça. Ou alors vraiment très rarement. Et vous aussi d'ailleurs, ça peut arriver de se faire insulter par le fou qui traîne à la gare parce qu'on lui a pas donné de clope. Mais en vrai, 99,9% des interactions sont polies, civilisées, voire même agréables. Et même quand on parle de sujets clivants comme la politique, si on n'est pas d'accord avec ce que quelqu'un dit, si on y répond, en général on argumente, on parle de nos convictions et de nos valeurs, mais ça part très rarement en insultes et en menaces. Et si du coup vous vous posez la question de pourquoi cet écart est autant marqué entre le réel et internet, bah cette expérience de portail New York-Dublin répond parfaitement à la question. Et la réponse, elle tient en seulement 3 mots. L'absence de conséquences. Si c'est autant rare que quelqu'un se fasse insulter en face, c'est parce que la personne peut répliquer. Dans le monde réel, les gens ne sont pas autant agressifs que sur Twitter ou sur le multi d'un jeu. Et la véritable erreur, ce serait de penser que ce qui rend violent les gens, c'est les jeux vidéo ou les réseaux sociaux. Mais la réalité, c'est que les gens sont pas plus violents sur Twitter que dans la vraie vie. Ils montrent simplement comment ils se comportent quand ils savent qu'il y aura pas de conséquences à leurs actions. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le portail. N'importe qui peut faire des doigts d'honneur ou montrer des photos d'attentats. De toute façon, les types en face sont à des milliers de kilomètres et ce sont juste des inconnus dans une foule. On a plein d'exemples qui montrent que l'impunité fait pousser des ailes. Par exemple en voiture, dans un stade. La chose positive, c'est qu'en ce moment des personnes commencent à être condamnées pour des propos qu'elles ont tenus en ligne. Pour les victimes de harcèlement ou de menaces de mort, c'est un soulagement de voir que ces personnes sont punies pour leurs actions. Mais le revers de la médaille à tout ça, c'est qu'Internet devient de plus en plus contrôlé et que la liberté d'expression si spécifique à cet endroit diminue un peu plus chaque année qui passe. Des personnes ont été convoquées au poste de police pour avoir écrit « Macron démission » sur Twitter. Pas mal, non? C'est français.
Et on en revient au même problème. Un chaos est causé par une minorité d'irresponsables et le résultat est que la société met en place des restrictions qui vont impacter tout le monde. Aujourd'hui, je pense que tout l'enjeu c'est de trouver l'équilibre entre liberté et sécurité. Alors, la prochaine fois que vous aurez envie d'envoyer un message d'insulte, pensez qu'il y a une personne de l'autre côté de l'écran et essayez de réfléchir à ce que vous lui diriez si vous étiez en face d'elle dans la vraie vie. Peut-être que ça aidera à rendre cet endroit magnifique encore un peu plus beau. Promis, la prochaine fois on parle de jeux vidéo. Merci de m'avoir écouté et à très vite.